Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Frédéric, je suis ravie de te recevoir à mon micro car tu fais partie des toutes premières personnes qui m'avaient fait découvrir le concept d'entreprise libérée. En effet, il y a déjà 10 ans que j'étais venue te voir dans tes locaux et que j'avais eu l'immense chance de discuter avec toi, avec ton frère, tes collaborateurs. Alors j'ai vraiment eu envie de voir comment l'IPI avait évolué pendant 10 ans. Alors du coup, Frédéric, est-ce que tu peux nous présenter déjà l'IPI et puis toi aussi qui tu es ? Oui, l'IPI, c'est une marque d'aménagement extérieur qui a un peu plus de 60 ans, qui a construit sa réputation dans la délimitation, les grillages, les clôtures, dans les portails et qui, depuis quelque temps, élargit son activité à l'aménagement extérieur. Voilà, c'est une boîte qui se développe sur le territoire par des agences qui vont aider les clients à s'inspirer, essayer d'identifier les tenants et les aboutissants de leur projet et qui vont les aider à installer aussi les composants d'aménagement extérieur qu'ils veulent utiliser. Donc c'est des agences de prestation de services, et il y en a 22 ou 23 en France déjà. Et il y a combien de collaborateurs chez l'IPI ? Il y a 300 collaborateurs avec le réseau commercial. Ok, et comment on travaille alors chez l'IPI ? Qu'est-ce qui caractérise votre façon de travailler ? Je crois que ce qui caractérise notre façon de travailler, c'est qu'on cherche à réconcilier la stratégie avec les relations humaines. Pour moi, la stratégie, on va être sur l'axe du succès ou de l'échec, quand sur les relations humaines, on va être sur l'axe de l'accomplissement et de l'autre côté de ce qui commence par des primes, des pressions, des missions, des engagements, tous ces termes qui sont d'ailleurs particulièrement à la mode aujourd'hui. Donc je pense que l'enjeu, c'est de réconcilier et tout ce qui relève de la stratégie, des opérations à proprement parler qui amènent une marque à son succès, et des processus relationnels, conversationnels, qui essayent d'amener les collaborateurs de l'entreprise à l'accomplissement, plutôt qu'au désengagement. Comment on fait ça alors chez l'IPI concrètement ? Alors, comment on fait ça ? Déjà, on essaye de dissocier la vocation de l'entreprise. Alors, c'est un truc assez intellectuel, mais on essaie de dissocier la vocation de l'entreprise avec la stratégie de marque. Donc, stratégie de marque, ça, on va pas beaucoup en parler, hein, c'est extrêmement documenté, et les entreprises font ça tous les jours. En revanche, la question de la vocation, pour nous, il nous semble que la vocation de notre entreprise, c'est l'émancipation, la renégociation de ses propres croyances qui peuvent amener à l'accomplissement. D'accord ? Et donc pour ça, on a mis en place un certain nombre de macro-processus, mais il y a déjà fort longtemps, si tu veux. En fait, pour nous, il y a 4 macro-processus. Le premier, c'est un processus d'élargissement du champ culturel. On arrive à constituer un corps social ou des corps sociaux curieux. Voilà. Le deuxième point, c'est que une partie significative, si on peut, l'ensemble du corps social doit être en mesure d'élaborer et la vision et le chemin stratégique, quoi. Une fois qu'on a identifié la vision, ensemble, par percolation, par conversation, il va falloir aussi réaliser le rétro-raisonnement stratégique. Et donc ça aussi, c'est un processus qui est un peu long, mais qui permet la réalisation de la stratégie, en fait, qui est le contraire, si tu veux, d'une équipe dirigeante qui a une vision et qui va faire adhérer les autres. Je pense que ça, c'est vraisemblablement moins efficace qu'une élaboration collective. Voilà. Quand on a ces 2 points-là, on peut substituer le contrôle, on peut substituer plutôt la conversation au contrôle. Et donc, on va essayer de mettre en place des dispositifs conversationnels normés. Alors, normés dans le temps, normés dans la fréquence, normés sur les sujets,
normé sur les outputs de conversationnel aussi. Nous, ce qu'on cherche à obtenir à la fin d'une conversation normée, c'est une résolution de problème. C'est l'identification et une résolution de problème qu'on va essayer de résoudre assez rapidement. Et enfin, nous, on s'attache au développement individuel. Et ça, c'est le quatrième macroprocessus, ou le quatrième faisceau de macroprocessus, qui considère que le développement personnel, le développement identitaire, peu importe comment on l'appelle, est aussi une prérogative d'entreprise. Et là-dessus, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, alors qui sont perlés dans d'autres processus, puis des rencontres, des outils, alors beaucoup plus spécifiques dans l'entreprise. Et tu veux, pour moi, ces 4 macroprocessus, c'est ça qui fabrique l'engagement. L'engagement permet l'accomplissement qui va être implicitement, d'ailleurs, au service d'une stratégie qu'on espère fructueuse. C'est comme ça qu'on essaye de travailler chez nous. Ok. Et qu'est-ce qui, au départ, vous a motivé à travailler comme ça? Qu'est-ce qui a fait que vous avez enclenché cette façon de travailler là? Naturellement, notre caractère, Julien et moi, mais également vraisemblablement la rencontre de l'histoire. En fait, la génération qui nous a précédés nous a transmis les rênes de façon assez rapide, alors qu'on n'avait qu'une trentaine d'années. Et donc, on a été confronté assez vite aux problèmes de transformation de l'entreprise correspondant à notre génération. Et donc, moi, je suis d'une génération alors évidemment, qui a aujourd'hui 50 ans, mais qui avait 30 ans, il y a 20 ans, quoi. et les aspirations, à mon avis, les aspirations sont générationnelles. On s'est retrouvé à être en mesure de faire des choix structurels sur l'organisation à 30 ans, alors que la majorité des gens peuvent les faire à 50. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu plus de vraisemblablement d'expérience là-dedans. On a fait plus d'erreurs. On a été en mesure plus tôt que beaucoup de nos congénères confrontés à un corps social qui évolue et qui doit se mettre ou à des techniques d'organisation des systèmes qui évoluent et qui doivent se mettre à la page. Et qui doivent se mettre en conformité avec les aspirations des gens. Aujourd'hui, les gens la société est massivement plus formée qu'il y a 40 ou 50 ans. Ils sont massivement plus informés, informés, plus libres dans certains cas, et donc il faut adapter le management à cette population-là. Or, le management vertical basé sur le contrôle, il n'est pas adapté à cette population-là. Et nous, on l'a senti 20 ans plus tôt, quoi. Enfin, parce qu'on était contraints et que c'était notre génération, c'était l'aspiration de notre génération. C'est vrai, je l'ai déjà constaté il y a 10 ans, vous étiez largement en avance. Vous mettiez en place des choses qu'on voit aujourd'hui dans d'autres entreprises. Et qui sont longues à mettre en place. Pardon, je t'interromps, mais ces transformations-là, évidemment, j'entends beaucoup, j'ai été pas mal questionné, mais il faut de la patience, quoi. On est sur les transformations de la structure des entreprises, mais qui vont à la vitesse d'une génération, quoi. Ça se fait pas en un an. C'est une culture qui se met en place petit à petit. Pour toi, c'est quoi l'ingrédient essentiel de cette transformation? Bon, moi, j'en ai un depuis longtemps. C'est la foi. C'est la foi, c'est-à-dire c'est la foi dans l'autre. L'autre, je l'ai beaucoup raconté il y a déjà longtemps, mais je pense que on a tout intérêt à faire confiance à l'autre, qu'il a envie de bien faire, qu'il a besoin de reconnaissance, qu'il a besoin d'espace pour s'exprimer, et que c'est là-dessus que j'ai envie de construire un système qui fonctionne. Donc, qui soit basé sur la confiance a priori. C'est beaucoup d'exigences aussi, qui soit basé sur le fait que les gens ont envie de réussir, qu'ils vont bien faire, et que s'ils font pas bien ou pas comme on pourrait s'attendre, et notre responsabilité de dirigeant, c'est de regarder le système. Alors, on n'a pas suffisamment formé, les processus sont pas suffisamment clairs, on n'a pas suffisamment insisté sur les relations. Mais donc je pense que le premier ingrédient, c'est la foi dans l'autre. Et du coup, la patience. Derrière la foi, il y a la patience. Parce que la foi, la caractéristique de la foi, il me semble, c'est de croire sans preuve. Il faut croire dans l'autre avant qu'on ait les preuves. C'est pour ça que tu parles de confiance a priori. Exactement. Et oui, parce que si tu veux,
tous les jours, il y a des raisons de douter. Alors, je crois qu'on peut avoir foi dans l'autre et que c'est une question de patience, évidemment, pas une patience béate, une patience dans l'action, mais on doit pouvoir éviter de revenir en arrière dès qu'il y a un truc qui coince, quoi. De vouloir reprendre le manche, quoi, de vouloir reprendre le contrôle. Oui, c'est ce que tu m'expliquais la dernière fois, c'est que quand on a la foi, il y a beau y avoir des choses qui pourraient nous la faire perdre, on la perd pas. Alors jusqu'ici, moi, je la perds pas. Ça veut dire que pas la perdre, mais mais je suis comme tout un chacun traversé par parfois le doute, le découragement, la colère, le désespoir, mais que ça dure jamais bien longtemps. Et tu dirais que dans ce fonctionnement-là, c'est quoi le plus difficile finalement ? Le plus difficile, je pense que c'est d'accepter la perte de contrôle, de considérer que en tant que dirigeant, je suis pas le seul composant du succès, naturellement, et que les choses peuvent être faites différemment de ce que j'ai imaginé, et souvent pour le mieux. Ouais, et tu parlais de succès aussi. Ça veut dire que c'est un succès collectif et pas un succès du dirigeant. Oui, c'est une évidence, quoi. C'est effectivement accepter que d'être dirigeant, c'est un métier qui requiert des compétences spécifiques, un comportement adapté, dans des processus, quoi. Voilà, et que bon, évidemment, il y a sans doute du talent, mais que le succès est un succès collectif, quoi. Ouais, absolument. Et tu me parlais aussi que ça demande un travail sur l'ego, ou en tout cas sur la dépendance affective. Je trouvais ça très intéressant la dernière fois. Si on considère que l'autre fait du mieux qu'il peut, il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, sans crainte de la perte de relation, sans anéantir l'autre aussi, parce que c'est assez simple quand on est en position d'autorité, de basculer dans l'autoritarisme et d'avoir des propos définitifs, emportés par la colère ou par le désespoir ou par je sais pas quoi. Donc je pense que oui, le gros travail, c'est un travail d'indépendance affective, mais ça c'est un travail qu'on fait personnellement, c'est pas un travail professionnel. Enfin, il se trouve qu'il va avoir des ramifications dans l'univers professionnel, mais c'est plutôt un travail sur soi. Est-ce qu'il y a une volonté militante dans votre façon de travailler ? Aucune. Les gens font ce qu'ils veulent, je porte pas de jugement de valeur, je ne cherche à convaincre personne, et je cherche pas à être convaincu qu'il y a une bonne façon de faire. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de créer un système qui soit efficace, qui soit cohérent. Donc cohérent avec donc des processus, cohérent avec le marché, cohérent avec la personnalité du dirigeant. Et donc moi je ne prodigue pas de conseils, et surtout pas faites comme moi, vous verrez tout ira bien. Je serais bien démuni à répondre à des questions comme ça ou à ce comportement-là. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que maintenant, il y a beaucoup de littérature disponible sur alors beaucoup de littérature, beaucoup de compétences, hein, il y a beaucoup de consultants, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans des entreprises, qui considèrent bien que il y a bien d'autres façons de faire que ce qu'on a fait pendant des années, et qui peuvent accompagner les transformations. Et effectivement, il y a beaucoup de littérature, hein, en fait, désormais. Ouais, il y a 15 ans, il y avait de la littérature ancienne, mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus, il y a beaucoup d'essais qui ont été faits, et puis les entreprises se sont lancées quand même. De quoi es-tu le plus fier dans votre fonctionnement ? Cette entreprise est toujours en vie, donc elle a 60 ans, donc ça fait qu'on fait partie du tout petit pourcentage qui vit longtemps. C'est le premier point. Le deuxième point, je crois que je crois constater que les candidats qui répondent à des annonces pour venir grandir les troupes de l'entreprise savent pourquoi ils viennent et constatent bien que leur quotidien est conforme à ce qu'on leur a raconté. Donc il y a bien chez nous une possibilité d'épanouissement, la possibilité d'avoir des idées, de les mener à bien, de grandir, de s'accomplir. Je pense que c'est
Le plus fier, c'est vraiment de constater que l'on peut servir l'accomplissement et que c'est pas au détriment de la stratégie. C'est un peu en sous-jacent ce qu'on nous dit raconter depuis des années, quoi. Que c'était pas compatible. Moi, j'ai l'impression de constater le contraire. Ah oui? Ouais, fort engagement, enfin, des équipes qui s'approprient vraiment leur destin et le destin d'entreprise. Et est-ce que y a une manière bien spécifique de les rendre acteurs justement de cette entreprise-là? Qu'est-ce qui fait qu'ils se l'approprient autant? Je pense que c'est que derrière les macro-processus qu'on a évoqués tout à l'heure en début de discussion, il y a effectivement des processus au service de l'engagement. On pratique naturellement les inclusions, on va essayer de se questionner sur l'environnement émotionnel qui préside à nos relations, on va amener beaucoup de compétences extérieures, il y a beaucoup de dispositifs de formation, on est assez direct, si tu veux, la modification des processus est un truc auquel beaucoup de monde participent. Il n'y a rien de pire que, je crois, recevoir un lundi matin une note de service pour dire les processus ont été modifiés pour votre bien. Nous, les processus, quand ils ont besoin d'être modifiés, ils sont modifiés par les acteurs eux-mêmes, quoi, pas par des tiers. Voilà. Donc, je crois que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de l'entreprise, qui sont dans sa pratique, dans sa culture même, qui, à proprement parler, sont au service de l'humain. La finance au service d'entreprise qui est au service de l'humain, et pas le contraire. Et je pense que moi, je ne baigne que dans l'environnement que je connais, donc, mais de ce qu'on m'en raconte, j'ai l'impression qu'il y a une réalité, si tu veux, dire voilà, nous on fonctionne de façon significativement différente. Et si par exemple un collaborateur a une idée, une envie de changer quelque chose chez Lippi, comment il s'y prend? Il s'y prend par la conversation. Donc il y a des espaces pour ça. A priori, il est pas toujours. C'est rare de se lever un jour en disant bon sang, mais c'est bien sûr, moi j'ai vu ce que les autres n'avaient pas vu, quoi. Donc je pense que c'est pas tout à fait, ça ne jaillit pas de cet esprit-là, mais les modifications, les idées, elles sont partagées, comme il y a beaucoup d'espaces de conversation assez normés, c'est à ces endroits-là que on voit bien ce qui manque et qu'on essaie de le corriger, quoi, en temps réel. Donc on est acteur, si tu veux. Chacun est acteur, ou en tout cas peut être acteur. Et si je me souviens bien, vous avez beaucoup de collaborateurs qui sont sur des lignes de production. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont des espaces temps dédiés à la conversation et où ils sont pas sur leur ligne de production. Oui. Ça c'est comme dans toutes les boîtes de production. Hein. C'est pas spécifique, ça. Enfin, en tout cas, ils ont des périodes de partage à fréquence fixe dans lesquelles ils vont analyser leurs indicateurs entre eux, les freins, les problèmes, ce qu'il faut résoudre. Il y a des espaces comme ça. Et c'est animé par des managers ? Et c'est animé ou pas par des managers. Oui. Avec l'expérience que tu as sur ces sujets-là, parce que c'est pas le cas de tout le monde d'avoir ce recul aussi important, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aurait envie de se lancer maintenant à transformer justement ces modèles pyramidaux, ces modèles de management un peu à l'ancienne? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors des conseils, je sais pas, parce qu'encore une fois, je suis incapable de prodiguer des conseils, puisqu'en fait, il s'agit plutôt de résoudre dans le bon sens un certain nombre de problèmes. Mais je questionnerai sur pourquoi tu veux transformer ton entreprise, en tout cas son fonctionnement. Quelle est ton aspiration profonde? Toi, comment tu as envie, quel est dans ton rêve, il faut arriver à identifier comment tu as envie de diriger l'entreprise. Quel est ton rapport à la patience, au succès, à l'échec, à l'ego? Voilà, est-ce que oui, à la patience. Est-ce que tu veux changer parce que tu penses que c'est à la mode ou parce que tu y crois profondément? Quel est ton rapport au jugement de valeur? Là, si t'es empreint de jugement, à mon avis, il faut éviter de s'engager dans
dans un chemin qui sera long et qui sera difficile, dans lequel il y a pas de recette. Il va falloir adapter, changer la culture pendant longtemps. Quel est ton rapport à l'incertitude? Parce que quand on a une entreprise, on sait comment elle fonctionne et elle est dans un mode plus agile. C'est aussi accepter de rentrer dans une phase inconnue, quoi. Donc voilà, donc j'irais plutôt sur ces questionnements-là. Parce que pour la façon d'organiser un système, il y a de la littérature. Il y a de la littérature, il y a des gens qui savent faire. C'est le problème désormais. Tu poserais vraiment la question plutôt de ce qu'il y a profondément derrière cette envie de transformation. Oui, et auquel il n'y a pas bonne ou mauvaise réponse. Hein. Sauf peut-être juste si c'est à la mode. Alors, oui. C'est à la mode, ouais. Mais non, mais pour moi, si tu veux, c'est le début, parce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que, il me semble, hein, c'est que le système soit cohérent et de lutter contre les incohérences. C'est s'assurer quand on prend une décision, comprendre que quand on prend une décision, en général, il y en a plusieurs qui étaient possibles. On en a pris une, elle est signifiante, mais toutes celles qu'on n'a pas prises sont aussi signifiantes, et que le corps social va questionner pourquoi on n'a pas fait différemment. Alors, il va questionner souvent silencieusement. Hein. Et donc, à mon avis, il faut être prêt à tout ça. Je suis pas la même personne aujourd'hui que quand j'ai commencé à engager des transformations en pleine débâcle financière. C'est en 2008. Hein, on rentrait dans la déflation compétitive, l'Europe du Sud. Donc, tout le monde. J'avais 35 ans, donc je n'étais pas la même personne dans le même environnement qu'aujourd'hui. Je te parle de ce que je crois aujourd'hui, mais qui doit aussi être nuancé par la situation de chacun. Mais qu'est-ce qui a changé entre le Frédéric de 35 ans et celui de 50 ans sur ces convictions-là? Je suis patient maintenant. Je crois que maintenant, ce que je sais, c'est que j'aime bien cette expression, je la trouve rigolote, qu'on fait pas pousser les arbres en tirant sur les feuilles. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire sur le sujet? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire merci, par exemple, pour ces sujets-là, qui t'a inspiré à une époque sur ce sujet? Je me suis rendu compte, et peut-être que l'exercice est intéressant pour chacun, d'essayer de reconstruire a posteriori les courants de pensée que j'avais rencontrés. Et donc oui, au tout début, au tout début de notre aventure, j'avais lu un bouquin qui s'appelait Stratégie Océan Bleu. Et je me suis rendu compte a posteriori que cette lecture m'avait permis de rencontrer des gens qui avaient une pensée un petit peu différente et qui m'ont fait rencontrer beaucoup de gens. Donc tout cela, ils se reconnaîtront. Et à chaque fois, j'ai beaucoup appris et ils m'ont pour certains ouvert des opportunités et d'expériences que j'aurais pas pu faire tout seul sans cet enchaînement de rencontres, de lecture, rencontre, expérience. J'ai toute une ramification là autour de l'océan bleu et de notre expérience dans le web. J'en ai une autre à partir d'une lecture qui est plus ancienne, qui s'appelait Gemba Kaizen de Masashi Imai. Et là, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui m'ont aidé à réfléchir, à avoir des expériences un peu significatives. Donc oui, on se construit pas tout seul. Mais ce que j'avais remarqué, c'est à quel point, dans mon expérience, les lectures ont engendré des rencontres qui ont généré des expériences. Et c'est comme ça que je me suis transformé. Voilà. Grâce évidemment au temps que j'ai passé dans les livres, à mon ouverture aux autres et à l'acceptation de l'inconnu par des expériences nouvelles. Et est-ce que tu dirais que finalement ça change quelque chose, le fait que te concernant, ce soit une entreprise familiale dans laquelle tu t'inscrives à long terme et pas comme un dirigeant qui va s'inscrire 3 ans ou 6 ans dans une entreprise, que toi ce soit vraiment pour toute la vie? Est-ce que ça change quelque chose, ça? Peut-être oui, parce que du coup, je suis plus complètement pressé pour que les choses arrivent.
Nous, on sait qu'on a une transformation de l'entreprise très profonde, très longue, qui est multifactorielle. Bon, ça, c'est largement décrit dans le livre qui a été écrit par Elisabeth Bourguina sur notre histoire. Mais on peut imaginer aussi que ce succède 3 ou 4 dirigeants tous les 5 ans et qui poursuivent la même transformation. Évidemment, en ajustant la stratégie, mais qui poursuivent la même transformation. Je pense que c'est sans doute jouable, ça existe d'ailleurs vraisemblablement. Il y a quand même, même s'il y a peu de boîtes qui sont multidécennales, il en existe et qu'elles ont eu plusieurs dirigeants à leur tête. La continuité est sans doute possible. Mais c'est vrai que nous concernant, on a accepté de toute façon de réinvestir dans cette entreprise-là, oui. Frédéric, je te remercie beaucoup. Je te remercie pour ton humilité parce que c'est assez impressionnant de voir tout ce que tu ne dis pas aussi qui se passe d'exceptionnel chez Lippi. Et comme finalement il y a cette notion d'humilité, de patience, c'est pas des mots qu'on entend beaucoup finalement sur ces sujets-là. Donc je te remercie vraiment pour ça et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est moi qui te remercie. Je me rappelle bien, effectivement, notre première rencontre il y a une dizaine d'années en Charente, oui. Ouais. On était tout jeunes et moi je découvrais ces concepts-là. Merci Frédéric. Merci à toi, à bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!